de partager mon écran. Voilà. Donc, je pense que l'écran, il est partagé pour l'instant. Voilà. Alors, prenez vos cahiers avec moi et prenez des notes en continuité de la séance précédente que nous avions eue. D'accord? Alors, la dimension juridique de l'entreprise. Pour quelle raison déjà ce pôle? Pour pouvoir, au cas où vous êtes dans une entreprise déjà, ça vous permet de connaître quel est son statut juridique, sa dimension juridique. Et pour les champions, pour nos étudiants les plus courageux, si vous voulez créer vous-même une entreprise, donc là, ça va être un pôle ou un chapitre qui va vous aider à connaître les différents types d'entreprises. Vous allez classifier les entreprises avec cette partie que nous allons étudier aujourd'hui, mais en même temps, juridiquement parlant, quels sont les types d'entreprises de façon juridique. C'est-à-dire, lorsque vous allez partir pour enregistrer votre entreprise, il faut connaître déjà le nombre d'effectifs, le capital. En tout cas, je vais partager avec vous aujourd'hui toutes les spécificités. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez votre cahier, votre stylo. Et on y va. Je ne sais pas, est-ce que j'agrandis un peu? Voilà, très bien. Allez, on commence par 3 types d'entreprises. Comme vous voyez avec moi ici sur le PowerPoint, je suis toujours dans le volet juridique, d'accord? Le premier type d'entreprise, s'il vous plaît, c'est les entreprises privées. Elles sont contrôlées par qui? Par des personnes privées. Donc, imaginons la BMCI, Carrefour. Elles ne sont pas des entreprises étatiques. Elles ne dépendent pas de l'État. Elles sont beaucoup plus appartenant, on va dire, à une personne. Donc, c'est une personne ou un ensemble de personnes, des associés, qui sont, on va dire, les propriétaires de cette entreprise. Donc, on continue. Le deuxième type d'entreprise, c'est les entreprises semi-publiques. Ce sont des sociétés à capitaux privés et publics. Vous allez trouver les deux. Donc, une partie, elle appartient à l'État et une autre partie appartient à des personnes publiques. Donc, privées, je veux dire. Donc, les entreprises publiques, maintenant, qui est le troisième type, elles sont contrôlées par l'État à 100%. Lorsque nous parlons de l'ONDA, lorsque nous parlons, l'ONDA, c'est les aéroports. Lorsque nous parlons de la CNSS, la Caisse nationale, des douanes, l'ANAPEC, etc., elles sont contrôlées par l'État. Donc déjà, on part sur le premier postulat, les 3 types que nous devons distinguer juridiquement parlant. Elles sont soit privées, les entreprises, soit semi-publiques, soit des entreprises publiques. D'accord? Je pense que ce point est clair, il est facile. Nous allons essayer d'avancer doucement. Allez, je vous emmène avec moi encore et encore, petit à petit, vers plus de détails. Très bien. Par rapport maintenant aux formes, nous avons spécifié quoi? Nous avons spécifié les types. Maintenant, nous allons partir aux formes. Ici, j'ai mis 5 formes. Même vous, dans votre futur proche, dès que vous allez être lauréat, avec 2-3 ans d'expérience, vous allez économiser un peu. Peut-être que vous allez être capable, et je l'espère fort bien, de créer vous-même votre propre entreprise. Sinon, si vous n'êtes pas pour l'entrepreneuriat, vous êtes uniquement pour le salariat, c'est toujours utile pour dans le cadre d'un esprit économiste, de connaître pour votre culture personnelle, votre culture professionnelle, les formes juridiques d'entreprise. Mais franchement, je vous l'espère, chers étudiants, que vous serez amenés un jour à réfléchir autour de ce que tu peux faire en tant qu'entrepreneur pour garder un pied dans le salariat et un pied dans l'entrepreneuriat. En tout cas, vous pouvez retrouver avec moi la première forme. Regardez avec moi. Entreprise individuelle. On l'appelle généralement EI ou entreprise physique. D'accord? Donc, combien de personnes?
Quelles sont les caractéristiques? Nous allons bien sûr détailler l'ensemble des éléments. Ne vous inquiétez pas. On parlera de capital, on parlera du nombre d'effectifs, on parlera de tous les détails qui vont faire que vous aurez une vision globale sur chaque forme d'entreprise. D'accord? Allez, la deuxième, c'est la société en nom collectif. C'est SNC. La société en nom collectif. Bien sûr, pareil, je vous dis pareil, je vais tout détailler au fur et à mesure du cours. Donc, la société en commandité simple, c'est la troisième forme, d'accord? La société en commandité simple, SCS. Elles vont devenir au fil du temps familières. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur de EI, SNC, SCS. Au fil du temps, au fil du cours, vous allez comprendre doucement. Et elles deviendront très familières parce qu'elles sont faciles à comprendre. Il faut juste les connaître. Donc, on continue. La quatrième forme, c'est la société anonyme qu'on appelle communément SA. Je pense que vous connaissez déjà. Bien sûr, je prends en considération qu'il y avait avec nous des scientifiques, parce que ce n'est pas tout le monde qui a eu une formation économique auparavant. Il y a plusieurs scientifiques, et pour eux, ils n'ont pas bénéficié de cours en économie au lycée. Donc, pour eux, c'est assez nouveau. Ce cours vous permettra une visibilité grâce aux détails que nous présenterons et quelques exercices aussi. Donc, ne vous inquiétez surtout pas et suivez avec moi doucement. La société anonyme, SA, la société à responsabilité limitée, SARL. Je pense que vous voyez SARL souvent dans plusieurs entreprises. Elle est collée à côté de plusieurs entreprises ou dans des flyers. Certainement, vous avez croisé un jour le terme SARL, société à responsabilité limitée. Donc, combien de formes nous avons? Nous avons la EI, nous avons la SNC, nous avons la SCS, nous avons la SA et nous avons la SARL. D'accord? Pour l'instant, tout est clair. Maintenant, nous devons absolument partir vers le détail. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça nécessite? Quel capital? Quels fonds? Combien de personnes peuvent collaborer ensemble? Qui prend les décisions? Nous devons vraiment réfléchir globalement pour aller petit à petit vers les détails. Allez, je vous emmène avec moi vers la première. La première, c'est l'AEI, l'entreprise individuelle. D'accord? Donc, on y va. On va découvrir chacune. Alors, l'entreprise individuelle. J'ai partagé le slide en deux éléments. J'ai mis l'avantage et l'inconvénient, le point fort et le point faible. C'est quoi le point fort? Regardez cette dame. Je n'ai pas choisi l'image par hasard. J'ai choisi cette dame parce qu'elle se sent comme Superman. C'est comme Superman. Elle vole. C'est son envol. Elle vole vers où? Vers ses aspirations professionnelles, ce dont elle a toujours rêvé, ce qu'elle a toujours voulu faire, se réaliser dans un marché concurrentiel. Elle le sait, mais hop, elle devient une petite businesswoman. Si vous êtes aujourd'hui jeune, vous avez certainement un objectif. L'entreprise individuelle, elle est souple. Vous prenez vos décisions tout seul. Vous vous levez quand vous voulez, vous travaillez quand vous voulez, vous prenez les stratégies ou vous suivez les stratégies qui vous semblent les plus importantes parce que c'est votre entreprise et vous êtes unique, individuel. Tu es tout seul dans l'aventure. Il n'y a aucune obligation. Il n'y a pas un comité un comité de direction. Il n'y a pas une prise de décision partagée. Il y a une unicité de prise de décision. C'est toi seul le maître à bord. Donc, il y a une autonomie, il y a une indépendance, il y a une gestion de temps selon ton rythme, selon tes engagements, selon ta vie privée. Donc, vous voyez, l'entreprise individuelle, il y a une énorme flexibilité, une énorme souplesse. Elle est, on va dire, tu n'es pas engagé avec quelqu'un. Tu es en free collaboration avec toi-même. Donc, si tu fais si tu prends les bonnes décisions, tu es gagnant. Et il te le faut, il te faut prendre les bonnes décisions. Maintenant, si tu te trompes, et là, on va partir ici. Si tu te trompes, qu'est-ce qui se passe? L'image de la deuxième personne. Tu cours un risque. Pourquoi? Parce que justement, tu es seul. Tu es un entrepreneur seul. Et là, il y a le problème de quoi? Le fait de se tromper.
Dites-moi, montrez-moi quelqu'un qui ne se trompe pas. Montrez-moi quelqu'un qui a toujours fait qui a toujours pris les bonnes décisions. C'est impossible. Nous ne sommes qu'êtres humains. Malgré notre professionnalisme, notre maturité, on va dire, effet expérience, même si vous avez fait l'étude de l'existant, mais il y a déjà un énorme risque lorsque vous prenez le bateau tout seul, parce que vous êtes le chef d'orchestre. Vous devez confronter le monde qui est déjà là, installé, et vous venez nouveau dans l'ambition de tout confronter. C'est très difficile. Vous pouvez vous tromper de stratégie. Vous pouvez vous tromper tromper de cadence de production. Vous pouvez être sûr de ce que vous pensez, mais après, vous trouvez que c'était illogique, votre décision. Donc, je ne veux pas vous faire peur. Hein. Une entreprise individuelle, dans la mesure où vous démarrez. Pour un démarrage, oui. Mais au fil du temps, recrutez. Pour que votre entreprise individuelle se transforme et que tu ne restes pas le seul à bord, que tu puisses recruter pour pouvoir avoir quoi? C'est toujours utile de demander à l'autre, c'est toujours utile de réfléchir ensemble. Donc ce n'est pas négatif, mais c'est une aventure à risque. C'est bien, vous allez me dire, madame, vous dites toujours qu'il ne tente rien, n'a rien, qu'il ne risque rien, n'a rien. C'est très bien l'aventure, je suis pour. Mais pour un démarrage de carrière, oui. Mais que vous puissiez au fil du temps, lorsque vous allez avoir un revenu, lorsque vous allez avoir de l'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement recruter pour passer de cette échelle-là, de toi tout seul devant cette planète-là, devant l'économie, devant la concurrence, devant la perturbation, vers quelqu'un qui va être là pour toi, vers un staff qui va être là pour toi. En tout cas, point positif, souplesse, aucune obligation. Point négatif, risque majeur pour toi, pour l'entrepreneur. D'accord? Allez, je vous emmène avec moi vers une autre forme d'entreprise. J'espère que vous notez avec nous. Allez, j'y vais doucement, très doucement pour que vous puissiez me comprendre. Allez, la SNC, qu'est-ce que c'est? La société en nom collectif. Combien elle nécessite d'associés? 2 associés au minimum. Vous devez être au moins 2 personnes pour pouvoir vous associer, au minimum. Les parts sociales sont nominatives. Ça veut dire si toi tu contribues à 50% et moi à 50%, chacun de nous va avoir son nom nominatif, va avoir son nom par rapport à la contribution. Si tu participes à hauteur de 30% et moi à 70%, c'est pareil dans notre contrat. Chacun, il a présenté une part d'argent, alors chaque part, elle va être nominative. Elle porte notre nom parce qu'il y a un engagement à partir du capital, de la somme d'argent que nous avons investi. D'accord? On y va doucement, ne vous inquiétez surtout pas. Elles ne peuvent être cédées. C'est quoi céder? Ça veut dire vendu, que tu ne peux pas vendre tes parts. Ta part ne peut pas être vendue. Voilà la condition. Qu'avec le consentement, le OK, l'approbation, qu'avec le consentement, qu'avec la permission de tous les associés. Imaginons vous êtes 3, parce qu'on a dit 2, c'est au minimum. 2, c'est le minimum. Imaginons vous êtes 3, ben, toi, tu ne veux plus collaborer avec ses collaborateurs ou ses associés. Tu ne veux plus. Donc, tu ne peux pas vendre ta part. Tu ne peux pas céder ta part, sauf si il y a le consentement, l'approbation de tout le monde. Je vous emmène vers le deuxième point. Toujours dans on va dire la forme SNC. Tous les associés sont, regardez, solidairement responsables des dettes de la société. Peut-être que vous avez pris un crédit bancaire ensemble pour l'entreprise. Peut-être que vous avez pris un crédit bancaire pour payer vos fournisseurs. Peut-être que vous n'avez pas pris de crédit bancaire, mais vous vous êtes endetté auprès des fournisseurs, auprès d'autres personnes pour l'approvisionnement des matières premières ou autres. Je vous ai donné juste 2 exemples. Alors, qui doit payer les dettes? Tout le monde. Nous sommes 3, on les paye tous les 3. On ne peut pas laisser la responsabilité par rapport à une personne.
vous allez me dire, madame, ce n'est pas toujours garanti lorsque nous sommes ensemble que chaque personne puisse assumer vraiment cette responsabilité. Je vais vous dire oui, c'est vrai, je suis d'accord. Dans ce dans ce point-là, il y a souvent des conflits. Moi, je paye régulièrement. Toi, tu payes régulièrement. Mais monsieur X ne paye pas. Il nous dit oui, je suis en crise. Je n'ai pas d'argent. Oui, mais chacun de nous a payé sa part. Tu dois payer aussi. Il dit non, j'ai pas d'argent. Je peux pas. Je suis en crise financière. Ça crée vraiment énormément de problèmes au niveau de la gestion financière et surtout du remboursement, du recouvrement. Parce qu'à cause d'une personne, nous sommes obligés de payer sa part une fois, deux fois, trois fois, mais ça risque vraiment de transformer la collaboration en collaboration électrique. Et il y a la marge de risque. Point 3. Tous les associés sont gérants. Qui prend les décisions? Qui gère? Nous tous. Comment? On va faire tout le temps des réunions. Nous allons provoquer des réunions. Nous allons tout le temps nous positionner dans la discussion. Nous devons tout le temps être là ensemble, en train de discuter de ce qui se passe pour pouvoir trouver ensemble des solutions, des pistes, des actions ensemble. Je ne pense pas seul, je ne gère pas seul. Il n'y a pas une unicité de commandement. Le commandement est transversal. Il est chez tout le monde. Sauf, alors voilà le cas échéant ou le cas exceptionnel, sauf stipulation contraire des statuts. Sauf si vous l'avez décidé auparavant. Moi, oui, je contribue avec mon argent. Lui aussi, il va contribuer avec son argent. Mais toi, franchement, tu prends la charge de la gestion interne. Donc, on doit stipuler ça auparavant, se mettre d'accord sur cela auparavant. On va désigner, choisir, voter par rapport à un ou plusieurs gérants qui vont nous débarrasser des charges de la gestion et prendre à notre place les décisions. Bien sûr, des personnes de confiance avec effet d'expérience qui sont assez matures, pros, c'est leur champ de compétences aussi, d'accord? En tout cas, je vous emmène avec moi au 4e point. Je suis là. La société en nom collectif, la SNC, est désignée par une dénomination sociale. On va la dénominer, on l'appelle SNC, d'accord, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés. Tu t'appelles Jean, on peut mettre ton nom à côté de CNC. Vous connaissez, je ne veux pas citer les noms, ce n'est pas mon objectif de faire de la publicité, mais il y a plusieurs commerces, etc., qui portent leur nom, leur propre nom, ou le nom d'un ou de deux associés. Il existe plusieurs sur le marché, je ne veux pas citer de nom. Mais en tout cas, on trouve le nom d'une personne ou le nom de deux personnes par rapport à la dénomination sociale, soit précédé ou suivi de la société en nom collectif. Donc, on trouve, par exemple, Jean Y et on trouve SNC. Mais il y a plusieurs aujourd'hui sur le marché qui mettent leur propre nom. C'est lui le créateur de l'entreprise et il met son nom avec CNC. Je descends vers le dernier point. La société, quand est-ce qu'elle s'arrête? Elle prend fin par le décès de l'un des associés. Si un des associés il est décédé, il est mort, donc l'entreprise n'a plus lieu parce que un n'est plus là. Sauf si, au début, il a été stipulé, donc il a été décidé dans les articles auparavant du contrat que si vous avez décidé auparavant dans les articles du contrat que la société continuera de fonctionner, continuera à survivre, continuera de produire et d'exister, soit avec les associés seulement, soit avec un ou plusieurs héritiers. Parce que si l'un est décédé, son fils ou sa fille peuvent le remplacer. On peut nommer au démarrage, c'est-à-dire je suis fonctionnel avec vous. Je suis votre associé, mais un jour où je serai décédée, eh bien, ma fille ou mon fils pourront
permettre la continuité de l'entreprise. L'objectif n'est pas de mettre une fin à l'entreprise, tant que tout va bien. Pourquoi on fermera la boutique? Vaut mieux continuer. Donc, il est toujours obligatoire de tout mentionner dans le contrat. C'est la chose la plus importante en tout cas. D'accord? Très bien. Donc, j'espère que vous avez pris des notes. Et ne vous inquiétez pas, je vais y aller vraiment doucement. Pour l'instant, nous venons de voir la EI, l'entreprise individuelle, avec ses risques et son point fort. Et là, on vient de découvrir la SNC, la société en nom collectif. Donc, je pars vers la troisième. D'accord? C'est la SCS. Qu'est-ce que c'est? On découvre doucement encore. C'est la société en commandité simple. S, c'est société. C, en commandité. S, simple. On découvre ensemble. Alors, elle regroupe des associés commandités. Ça veut dire quoi, associés commandités? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceux qui se font financer. Ceux qui obtiennent les financements. Ce sont des associés commandités qui se font financer, qui obtiennent l'argent pour pouvoir investir. D'accord? Qui est des associés commanditaires. Ce sont les commanditaires qui financent. Parce qu'il y a ceux qui vont financer mais ne vont pas gérer. Ils vont te donner de l'argent mais ne vont pas gérer. Et la personne qui s'est fait financer, c'est elle qui peut-être passera à la gestion. Donc, qui est présent? Les commandités et les commanditaires. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Les commandités, les associés commandités qui se font financer, qui obtiennent de l'argent, et les commanditaires qui se font, qui eux-mêmes financent. Alors, on découvre encore plus. Nombre minimal d'associés, 2 personnes au minimum. Vous devez avoir minimum 2 personnes. J'espère que ça va pour l'instant. La société continue malgré le décès d'un commanditaire, celui qui finance. D'accord? N'oubliez pas commanditaire, c'est la personne qui finance. Et l'associé commanditaire, l'associé qui a financé, ne peut faire aucun acte de gestion engageant la société vis-à-vis des autres personnes, même en vertu d'une procuration. Même si vous lui faites une procuration, il n'a pas le droit de faire aucun acte de gestion. Il ne peut pas vendre, il ne peut pas changer les process, il ne pourra pas vendre ses parts, il ne pourra pas aussi, peut-être on va partir plus loin, faire du recrutement, etc. Si vous n'êtes pas, vous ne lui donnez pas votre aval, parce que tout se prend, on va dire, au collectif. Donc, il ne pourra pas lui-même changer l'organisation ou l'organigramme ou faire tout acte de gestion, que ce soit au niveau du recrutement, au niveau de la vente des parts, au niveau d'une aventure qu'il veut mener vers l'international, parce que lui estime que c'est une aventure qui mérite d'être traversée. Ben non, il n'a pas le droit. Il faudrait que la décision soit commune. D'accord? Donc, cette forme d'entreprise est simple. Donc, nous allons partir vers la quatrième. Vous vous rappelez, tout à l'heure, nous avions dit qu'il y avait 5 formes. 3 types, mais 5 formes d'entreprise. Allez, je vous emmène avec moi à celle qui est très connue, c'est la SA, c'est la société anonyme. Alors, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que ça nécessite? Bon, on réfléchit ensemble et on regarde. Donc, la responsabilité des actionnaires, les personnes qui ont déposé chacun une part, donc les actionnaires, elle est limitée à leur apport. Ça veut dire quoi? Elle est limitée à leur apport. Ça veut dire tu as donné. L'apport, ça veut dire la contribution. Combien tu as donné d'argent? Combien tu as apporté comme somme d'argent? Donc, si, imaginons, tu as donné 70%. Tu es majoritaire. Donc, tu as une grande responsabilité au niveau de la gestion.
au niveau de la prise de décision. On revient vers toi parce que quand même, tu as versé à hauteur de 70%. Mais aussi, c'est-à-dire qu'ils ne supportent les dettes qu'à concurrence de leur apport. Mais aussi, ils ne vont pas payer pour les autres. Si toi, imaginons, tu as apporté comme contribution 20%, ben on ne va pas te demander de payer 100% la dette ou 50%. Tu contribueras à hauteur de ce que tu as apporté au démarrage. Donc, chacun de nous, nous sommes tous actionnaires, imaginons, mais chacun de nous, il a contribué d'un pourcentage. Moi, j'ai ramené 20% du capital, toi, tu as ramené 30%, lui, il a ramené 50%. Bon, chacun de nous a ramené une part, un apport. Notre responsabilité au niveau des dettes, elle sera au niveau aussi de notre apport, en concordance avec notre apport. Deuxième point, le nombre d'actionnaires. 5 au minimum. 5 personnes au minimum qui peuvent créer ce type d'entreprise. D'accord? Un capital minimum exigé de 3 millions de dirhams. C'est le capital minimum. Si la société fait appel à l'épargne publique. Et de 300 000 dirhams dans le cas contraire. Je vous emmène avec moi vers le quatrième point. Cette forme juridique, qui est la société anonyme, peut être aussi dirigée par qui? Tout un directoire, sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Donc, regardez, nous n'avons pas uniquement un pôle de prise de décision, mais nous avons les actionnaires, pilotés par des managers ou des chefs de service, pilotés par un directoire, pilotés par un conseil de surveillance qui va chapeauter les choses, qui va peaufiner les choses, qui va orienter, qui va se consulter entre eux, qui va aussi permettre à l'entreprise de perdurer, permettre à l'entreprise de se maintenir. D'accord? Alors, la société, elle va jouir, avoir, obtenir de la personnalité morale à partir de quoi? De son immatriculation. Bien sûr, vous devez avoir une immatriculation au registre de commerce. C'est tout à fait normal. Ce qui va vous permettre d'être légalement présent et pouvoir continuer votre activité. C'est bon? Donc là, c'était la quatrième forme juridique de l'entreprise. On passe vers la cinquième. D'accord? Et bien sûr, je vais vous laisser la vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez la consulter. Je vais essayer de la poster tout à l'heure, donc n'ayez aucune crainte. Je vais la poster pour que vous puissiez la regarder plusieurs fois et pouvoir prendre des notes. J'espère que vous prenez des notes même tout de suite, mais elle sera disponible tout à l'heure sur la chaîne. Donc, je continue. La cinquième, c'est la SARL. C'est la société à responsabilité limitée. Déjà, le titre, on va dire, il vous donne des indications, vrai ou pas? Il vous donne des indications. Responsabilité, elle est comment? Limitée. Bon, on découvre doucement. Adopté par des projets de dimension, comment ils sont les projets? De dimension modeste. Elle n'est pas faite pour les grands projets, une petite dimension, des missions modestes. C'est possible d'opter pour cette forme juridique d'entreprise. Elle peut être créée par une seule personne, dite associée unique. Vous allez me dire, sinon, madame, elle peut être une EI, une entreprise individuelle. Oui, mais elle n'aura pas les autres éléments. Nous allons voir la différence. Le nombre maximum, parce que dans une entreprise unique, tu ne peux pas. Si tu n'as plus envie de travailler tout seul, tu dois changer la forme pour que tu puisses avoir d'autres associés. L'entreprise individuelle, c'est une entreprise où il n'y a que toi. Une seule personne. Par contre, la société à responsabilité limitée, la SARL, tu peux la créer tout seul, une seule personne. Elle est associée unique. Mais si tu as besoin de recruter plus de monde, des personnes qui ont des compétences diversifiées, qui pourront te mener vers une performance financière meilleure, là, le nombre maximum d'associés peut arriver carrément à 50 personnes.
vous pouvez arriver à dépasser les 50. Pardon, ne peut dépasser 50. Vous pouvez arriver à 50 personnes. Elle est désignée par une dénomination sociale, donc on l'appelle SARL, mais vous pouvez incorporer ou rajouter le nom d'un ou plusieurs associés. Vous pouvez mettre votre nom, vous pouvez mettre deux noms, et qui doivent être obligatoirement précédés ou suivis de cette mention-là. Société à responsabilité limitée, on doit l'avoir. C'est pour cette raison que je vous ai dit tout à l'heure, certainement. Vous l'avez vu quelque part, dans des flyers, des journaux, ou carrément quand vous passez, vous la voyez comme ça sur... vous voyez ça avec le nom de l'entreprise. Je viens de vous présenter les 5 formes juridiques avec les 3 types. Bien sûr, nous allons détailler encore quelques détails qui sont peut-être urgents ou nécessaires pour une meilleure clarification. D'accord? Venez avec moi pour découvrir encore plus ce qui peut nous aider à mieux comprendre les formes et les types d'entreprises. Donc, j'ai fait un tableau, ça ne doit pas vous faire peur. Je les ai organisés, je les ai structurés. On regarde ensemble, je vous aide doucement. Restez avec moi. Quand je suis là, ne commencez pas à voir ailleurs, sinon vous allez perdre votre concentration. On y va très doucement. Alors, c'est un tableau qui récapitule tout ce que j'ai dit. Mais restez concentrés avec moi. D'accord? Et cette vidéo, ne vous inquiétez pas, elle sera sur YouTube tout à l'heure, je vais la poster. Ça marche? Donc, l'AEI, l'entreprise individuelle, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, vrai ou pas? La SNC, c'est ce qu'on a vu la deuxième. Restez concentrés, je suis là, ne partez pas ailleurs. Ne commencez pas à regarder les autres éléments. La SCS, c'est la troisième. La SA et la SARL. Suivez avec moi. Alors, c'est quoi le capital social pour chacune? Pas de notion de capital social. La SNC, capital librement fixé par les associés. C'est eux qui vont fixer le capital. D'accord? La SCS, le capital librement fixé par les associés. Pareil. La SA, la société anonyme que nous avons vue tout à l'heure. 3 millions de dirhams si la société fait appel à l'épargne publique et de 300 000 dirhams dans le cas contraire. Suivez avec moi et la vidéo, vous la trouverez tout à l'heure sur YouTube. Ne vous inquiétez pas. Essayez de faire le travail récapitulatif pour que vous puissiez avoir une idée sur les différences, surtout. Donc, on vient à ça, le capital social minimum n'est pas vraiment exigible selon la loi 2410. Donc, on n'a pas vraiment précisé un capital social minimum. Il y a combien de personnes qui peuvent collaborer ensemble? Combien d'associés? L'entreprise individuelle, nous l'avons expliqué tout à l'heure, c'est une personne. La CNC, 2 au minimum. SCS, qu'on a expliqué aussi tout à l'heure, 2 au minimum. La SA, 5 au minimum. La SARL, minimum une personne, maximum 50 personnes. Alors, quelle est la responsabilité des associés? Puisque nous avons tout à l'heure parlé de la marge de responsabilité et de la prise de décision. Alors, dans la première, c'est toi qui prends les décisions, elle est totale. La responsabilité est totale. Une personne qui a créé toute seule l'entreprise, il est responsable. Cette personne-là, ou toi tu es responsable, donc c'est une responsabilité totale, indéfinie par rapport à tout ton bien. La deuxième forme, les associés sont solidairement responsables des dettes. La SCS, les associés commandités, vous vous rappelez tout à l'heure ce qu'on a dit? Sont solidaires aux dettes sociales. Et les commanditaires ne supportent les dettes et les pertes qu'à concurrence de leur apport. La SA, la responsabilité des actionnaires est limitée à leur apport. Et la SARL, la responsabilité des associés est aussi limitée à leur contribution, à leur apport. Qui dirige? L'entrepreneur lui-même dirige la EI. Dans la EI,
Dans l'entreprise individuelle, c'est le dirigeant et la personne qui a créé l'entreprise elle-même. Donc, on passe aux autres, puisque la première est facile. La SNC, tous les associés sont gérants, participent à la gestion, sauf si nous nous sommes mis d'accord au début. Stipulation contraire des statuts. Il faut se mettre d'accord, vous le savez, donc par écrit, par un notaire, avec les articles et le contrat au préalable, pas oralement. On ne se met pas d'accord oralement. L'oral, dans ce cas de figure, n'existe pas. L'oral, il est dans les réunions. Mais quand on veut vraiment stipuler dans les articles, c'est une preuve contre chacun de nous. On continue. Alors, la SA a conseil d'administration, donc c'est lui qui prend les décisions, qui dirige. Il a même un directoire qui va surveiller, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et là, la SARL, ce sont des gérants associés qui vont prendre ensemble les décisions. Donc, on imagine dans le cadre de briefing, des briefings, des réunions de discussion, des réunions d'information pour pouvoir mettre à jour tout le monde. Bon, c'est tout le monde. Le commissaire au compte, est-ce que c'est obligatoire? Là, ce n'est pas vraiment obligatoire. Là aussi, non obligatoire, sauf si le chiffre d'affaires hors taxe à la clôture d'un exercice est supérieur à 50 millions de dirhams. Là aussi, ce n'est pas obligatoire. Pour la SA, c'est obligatoire. Et pour la SARL, c'est aussi obligatoire. Bon, je pense... voilà. Je voudrais juste... J'espère que le tableau a pu reprendre l'ensemble des éléments que j'ai expliqués depuis tout à l'heure. Bien sûr, vous aurez l'occasion, puisque la vidéo sera sur ma chaîne YouTube, de revoir doucement. Et si vous avez bien sûr des questions, vous allez me les poser. D'accord? Depuis tout à l'heure, je parle de capital social. Il est souvent aussi appelé le capital, généralement. Donc, généralement, vous allez trouver le mot capital ou le capital social. N'ayez pas peur de la différence au niveau de l'appellation. En comptabilité, généralement, le mot, il vient déjà de ce monde, de la comptabilité, puisqu'il faut tout compter. Les entrées d'argent, les sorties d'argent, le CPC, etc. Donc, puisque nous sommes dans un type d'économie monétaire et donc nous devons avoir un apport, une contribution, un capital, en comptabilité, le capital au sens général du terme, c'est l'argent que vous allez attribuer, que vous allez donner pour pouvoir participer et être associé, tout simplement. Bien sûr, vous pouvez augmenter votre capital lorsqu'il y a la possibilité. Et je vais vous emmener directement vers le point suivant. Tout à l'heure, j'ai parlé de commissaire aux comptes. Plusieurs d'entre vous, peut-être, je me mets à votre place, plusieurs d'entre vous se sont demandé, mais qu'est-ce que c'est un CAC? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le commissaire aux comptes? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, je vous aide pour mieux comprendre, puisque je suis là pour ça. Je reste à votre disposition pour les questions, bien sûr, après. Donc, le commissaire aux comptes, il exerce une profession agréée dans tous les pays. Donc, ça n'existe pas uniquement chez nous, c'est partout. Un commissaire aux comptes, qu'est-ce qu'il fait et qui il est? C'est un acteur qui est extérieur à l'entreprise. Il n'est pas en interne. Il est extérieur à l'entreprise. D'accord? Quel est son rôle? Il a pour rôle de contrôler la sincérité et la régularité des comptes annuels établis par une société ou une autre institution, et pour cela, de faire un audit comptable et financier. Donc, certainement, là, nous sommes en plein mois de décembre, c'est les bilans de fin d'année chez tout le monde. Donc, ils ont fait appel aux commissaires aux comptes, ils ont fait appel aux auditeurs pour pouvoir, dans cette mission qui est légale, pour pouvoir connaître sa situation avant bien sûr, de diffuser les informations, etc., par rapport au bilan réalisé de notre entreprise. On doit absolument faire appel aux auditeurs, faire appel aussi aux commissaires aux comptes pour nous donner une visibilité sur notre activité, dans la transparence, dans la clarté, pour pouvoir peut-être regarder les choses avant le dépôt de notre bilan final. Vous voyez?
Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais laisser les autres éléments pour plus tard parce que je voudrais faire un exercice avec vous ultérieurement pour pouvoir juste savoir est-ce que vous avez pu maîtriser ces éléments ou pas. C'est vrai que cette vidéo, il y avait beaucoup d'informations. Je vais vous laisser doucement la revoir peut-être pour pouvoir revoir vos notes et revoir la vidéo doucement pour pouvoir vous approprier et vous familiariser, surtout si c'est nouveau pour vous. Donc, vous familiariser avec chaque élément. Donc, voilà, je vais arrêter l'enregistrement et je continuerai ultérieurement.